Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran bien sûr. Et puis, nous sommes très heureux de le retrouver sur ce plateau, surtout qu'il vient toujours avec une idée derrière la tech. C'est le philosophe et créateur de contenu Lev Frankel. Bonjour. Bonjour. Quel est le sujet de votre chronique aujourd'hui ? On va parler de Black Mirror et du drame qui est survenu il y a quelques jours avec le décès de Jean Portmanov en plein stream. Entendu, on en parle dans un instant. Quant à notre sujet du jour, c'est un sujet de taille, l'EdTech, un secteur en pleine effervescence avec ses promesses bien sûr, mais aussi ses défis et ses acteurs qui redessinent peu à peu le paysage éducatif français et international. Alors, comment se porte la filière EdTech française ? Quelles grandes tendances vont marquer cette année ? On pourra en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Oriane Ledroit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale d'EdTech France. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy. Je vous laisse découvrir votre nouvel épisode. La raison d'être de cette émission, les bouleversements qui touchent le système éducatif français, l'école qui change à vitesse grand V. Et dans cette course au changement, les EdTech, elles multiplient les innovations pour répondre aux défis éducatifs. La filière française est d'ailleurs reconnue à l'international, elle est dynamique, prometteuse, mais parfois encore trop peu déployée dans nos salles de classe, voire freinée dans son développement. Alors, en cette rentrée, comment le secteur se porte-t-il ? C'est tout de suite dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner aujourd'hui en Skype, Oriane Ledroit. Et justement, Oriane, pour soutenir ces startups et leur donner plus de poids, il existe une association dont vous êtes la déléguée générale, EdTech France. Alors, pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas connaissance des actions de votre association, est-ce que vous pourriez nous en donner les contours rapidement, s'il vous plaît ? Oui, absolument, avec plaisir. EdTech France, c'est donc une association qui va regrouper aujourd'hui plus de 450 entreprises françaises qui vont développer donc des technologies pour les apprentissages, aussi bien par exemple des applications de révision scolaire que des maquettes virtuelles pour mieux comprendre le système solaire, des plateformes d'apprentissage de la lecture, voilà, tout un tas de plateformes technologiques qui vont utiliser notamment l'IA pour permettre des apprentissages qui vont être plus efficaces, qui vont être plus personnalisés, qui vont être plus stimulants également. Et aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de soutenir ces entreprises, de faire en sorte qu'on comprenne ce qu'elles font et qu'on puisse mettre dans les mains des enseignants et des élèves un certain nombre de ces technologies-là parce qu'on croit profondément à leur utilité pour répondre à un certain nombre de besoins, de problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui à la fois les enseignants mais aussi les élèves dans les classes et plus largement les élèves et les parents d'élèves dans l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, avant de s'intéresser au futur de l'EdTech sur cette année 2025, je vous propose quand même de revenir un petit peu sur les chiffres clés. Comment se porte la filière en ce début d'année 2025 ? Alors c'est une filière qui est toujours dynamique, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui chaque année se créent, d'autres qui aussi font malheureusement arrêtent leurs activités, mais on a un dynamisme et une création d'entreprises qui se poursuit et notamment qui parie sur la puissance aujourd'hui de l'IA et notamment de l'IA générative pour se développer. C'est un écosystème, vous l'avez dit, qui est reconnu à l'international, c'est le plus gros écosystème en Europe. La France est le plus gros écosystème en Europe. Donc voilà, une dynamique, une vitalité très en lien d'ailleurs, et c'est important de le dire, avec la recherche française.
Il y a beaucoup de EdTech qui travaillent avec des laboratoires de recherche. On sait l'excellence des laboratoires de recherche français, CNRS, INRIA, etc. Une filière qui, malgré cela, finalement, malgré l'énergie qu'elle déploie pour innover, pour proposer des réponses à un certain nombre de besoins qui sont très concrets, qui sont largement constatés au sein de l'école française, fait face à un certain nombre de défis, vous l'avez rapidement évoqué. Défis d'appropriation, défis de compréhension aussi de l'utilité, parfois aussi quelques oppositions à son développement, et puis un défi majeur qui est la pérennité des financements. Aujourd'hui, c'est, je pense, le sujet central de la rentrée, en tout cas pour ce qui concerne les EdTech qui apportent des solutions à l'école, dans les classes. Il y a un gros sujet de financement et de financement public, parce qu'on pense que on pense que c'est le rôle de l'État et des collectivités territoriales que de mettre à disposition des enseignants et des élèves le meilleur des technologies françaises à des fins éducatives. Et justement, sur cette question du financement, on sait qu'il y a encore des disparités internes, au-delà de la santé globale du secteur que vous mettez tout de même en avant. On sait qu'historiquement, il existe un déséquilibre dans le financement entre certains segments du marché, notamment entre la formation professionnelle et du supérieur qui battent leur plein, contre le scolaire, finalement, qui peine un petit peu plus à séduire les investisseurs. Est-ce que ça, en 2025, c'est toujours une réalité, et comment l'expliquer ? Oui, c'est toujours une réalité. Alors, les investisseurs, ils soutiennent des entreprises qui ont qui ont un avenir de rentabilité qui est dessiné ou qui apparaît possible. Donc, en fait, on a des investisseurs qui aujourd'hui parient davantage sur des entreprises qui déploient des technologies pour la formation professionnelle, la formation des adultes, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de leviers de rentabilité. Aujourd'hui, il y a eu énormément d'efforts qui ont été consacrés à la question des compétences des adultes, alors que ce soit par le développement du compte personnel de formation, par le développement de l'apprentissage, et même parce qu'on sait aujourd'hui, et les entreprises en premier lieu savent qu'il est important de former, reformer de manière assez régulière leurs salariés. Donc il y a des moyens qui sont engagés, donc les investisseurs soutiennent les entreprises qui sont sur ces marchés-là, alors que sur les entreprises qui sont sur le marché du scolaire, déjà c'est un marché qui est très compliqué parce qu'il est évidemment il se partage entre le rôle de l'État et le rôle des collectivités territoriales, lesquelles parfois ne sont pas d'accord sur qui doit faire quoi, qui doit payer quoi. Et par ailleurs, c'est un marché, en tout cas c'est un secteur en France où on considère qu'il n'y a pas un pari qui est fait sur justement assumer de mettre les technologies, en tout cas quand elles sont utiles et dans les mains des enseignants et des élèves de manière pérenne. Aujourd'hui, on a eu des investissements qui ont été faits pour soutenir l'émergence d'un certain nombre de logiciels, de solutions qui ont fait leurs preuves depuis, mais on n'a pas de financements qui sont disponibles pour pérenniser ces usages. Par exemple, on a 50 000 enseignants qui, depuis quelques années, utilisaient des IA pour l'apprentissage de la lecture et l'apprentissage des mathématiques sur les classes de CP, CE1, CE2, donc ce qu'on appelle le cycle 2, et qui aujourd'hui vont se retrouver sans rien parce que le ministère a décidé de ne pas poursuivre le financement des logiciels qu'ils utilisaient. Alors, en revanche, on sait aussi qu'au niveau de la structuration du marché, on est sur un marché qui est encore assez morcelé. On dit souvent que le secteur EdTech français, il a une multitude de petites structures, parfois fragiles. Est-ce qu'aujourd'hui, on va progressivement vers une consolidation, une structuration plus importante de la filière, ou bien est-ce que cette fragmentation, elle fait aussi partie, finalement, j'ai envie de dire, de l'identité, de la richesse des EdTech françaises ? Alors, je pense qu'en effet, on est sur des temps de consolidation de filières, mais ça peut prendre plusieurs années. C'est des dynamiques qui, de toute façon, relèvent du choix d'entrepreneurs qui font le choix d'acheter ou de se rapprocher d'autres entreprises. Nous, on le voit notamment sur le secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.
Il y a des groupes qui commencent à émerger et qui rassemblent plusieurs entreprises, ou en tout cas plusieurs solutions qui ont été inventées par des entreprises séparément. Je ne sais pas si c'est une exigence ou si c'est un besoin, mais en tout cas, c'est vrai qu'on le constate. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une vitalité de l'entrepreneuriat en France sur ces sujets-là. Donc, il y a toujours des entrepreneurs qui font le choix, qui prennent leurs risques, qui font le choix de monter leur boîte et de faire le pari des technologies au service de l'éducation. Et je crois que cette vitalité et cet entrepreneuriat est important pour innover, pour challenger. C'est toujours des nouveaux acteurs, ça fait rentrer de la compétition, ça fait rentrer de la concurrence, ça fait rentrer de l'innovation. Et je pense que c'est une dynamique qui est salutaire pour un secteur voilà, dont l'importance est stratégique pour la France, à la fois pour former les élèves et pour former les adultes tout au long de la vie et le faire du mieux possible. Alors, puisqu'on est sur le volet financement, on va aborder très rapidement, puisqu'après il sera malheureusement déjà temps de prendre une petite pause, une actualité qui a fait grand bruit au début de l'été chez les acteurs du numérique éducatif. Un décret est entré en vigueur le 1er juillet 2025, un décret qui réduit de 20% le financement des formations d'apprentis réalisées majoritairement à distance. Alors déjà, comment vous vous placez, vous, chez EdTech France, vis-à-vis de ce décret? Et puis, est-ce qu'il y a déjà eu des conséquences visibles peut-être pour les EdTech de ce secteur? Oui, alors c'est un décret, en effet, sur lequel nous, on a beaucoup travaillé. On a travaillé à éviter qu'il soit pris parce qu'on considère que c'est dangereux pour les entreprises. Évidemment, c'est dangereux pour le maintien de leur activité, puisque 20% de la baisse du niveau de prise en charge des apprentis, c'est une baisse très importante. Et surtout, elle n'est pas pour nous étayée par ce qu'on a montré de nos modèles économiques. C'est-à-dire que le 20%, c'est un chiffre qui sort de nulle part, qui a été décidé sur le coin d'une table et qui met en péril, justement parce qu'il n'est pas fondé sur nos modèles d'affaires, met en péril des entreprises. Donc on a travaillé en amont de la prise de ce décret à faire en sorte qu'il ne soit pas pris. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'empêcher. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire avec les entreprises qui sont adhérentes de l'association EdTech France, c'est de l'attaquer. Donc on a saisi le Conseil d'État en considérant que ce décret, il était contraire au droit, il était contraire au droit de la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire que nous, on considère que c'est pas la modalité pédagogique, c'est pas le fait de faire de l'apprentissage à distance qui doit être critiqué ou qui doit être attaqué. On a le droit de faire de l'apprentissage comme on veut, ce qui compte, c'est la qualité de la formation, qu'elle soit à distance ou en présentiel. Et nous, ce qu'on montre, c'est que la qualité de l'apprentissage qu'on fournit à nos apprentis à distance est souvent aussi bon, voire meilleur que d'autres centres de formation d'apprentis qui sont en présentiel. Et les chiffres le montrent. On a des chiffres d'insertion dans l'emploi qui sont au moins équivalents à ceux qui font de la formation et de l'apprentissage en présentiel. Donc on considère que c'est contraire à cette liberté d'entreprendre, que c'est une attaque à l'égalité aussi dont on doit pouvoir se prévaloir quand on fait de la formation. Et donc on attend le retour du Conseil d'État sur notre procédure et on espère qu'il entendra nos arguments et que ce décret sera donc annulé. Entendu. Alors, il nous reste encore beaucoup de choses à aborder ensemble, bien évidemment, mais comme je le disais, il est déjà temps de prendre une petite pause avant de reprendre nos discussions. Et pour ce faire, je vous propose de faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.
USB-A, so USB-C. You know, we're here to find first. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Oriane Ledroit, déléguée générale d'EdTech France. On l'a vu, la filière EdTech a ses forces et ses fragilités, mais alors que lui réserve l'avenir, on en discute dans un instant, juste après la chronique de Lev Frankel, qui a une idée derrière la tech. Lev, aujourd'hui, vous nous parlez d'une série qu'on connaît pour beaucoup, Black Mirror, et surtout du piège du consentement. Exactement. Alors, tout le monde connaît évidemment la série Black Mirror, dont j'ai déjà parlé ici l'année dernière. Eh bien, figurez-vous que l'un de ces derniers épisodes, intitulé « Des gens ordinaires », avait en quelque sorte préfiguré un événement tragique, bien réel, qui vient de se dérouler il y a quelques jours avec le décès, la mort de Jean Pormanov, ce streamer qui est mort en plein direct après avoir été violenté pendant des mois pour faire des vues. Une mort atroce, mais surtout une mort publique, transformé en spectacle. Alors, quel est le rapport entre cet événement et l'épisode de Black Mirror? Alors, dans cet épisode, une femme malade ne peut survivre que grâce à un abonnement médical hors de prix. Son mari décide alors de se mettre en scène dans un stream sordide. Plus il souffre, plus les spectateurs payent et plus il peut financer le traitement de sa femme. Autrement dit, sa survie dépend de la façon dont il va arriver à se torturer de manière toujours plus extrême. Très difficile de savoir si Pormanov était aussi consentant que ce personnage, mais je laisse cette question aux enquêteurs qui sont en train de travailler sur cette affaire. Ce qui m'intéresse ici dans cet épisode et dans ce drame, c'est que ça nous interroge sur la notion de liberté. Et est-ce que la liberté, c'est le consentement? Voilà, c'est là où je veux en venir. Est-ce qu'on peut réduire la liberté au seul consentement? Suffit-il de consentir à quelque chose pour être certain qu'il s'agit d'une volonté libre? On a été habitué à cette idée que la liberté d'expression, c'est pouvoir dire tout ce qui nous passe par la tête, ou que la liberté économique, c'est la possibilité d'échanger des marchandises. Mais quand la marchandise, c'est de la souffrance humaine, on se rend bien compte qu'on aboutit à une antinomie, une contradiction. Au nom de la liberté, on porte atteinte à la dignité humaine. Cet épisode de Black Mirror met en scène une contradiction profonde du libéralisme. Les valeurs religieuses sacrées ont disparu, et tant mieux d'un certain point de vue, mais elles ont laissé la place à une logique de marché où tout peut s'échanger contre de l'argent. Karl Marx avait déjà analysé ça dans Le Capital. Le système marchand, dit-il, a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité traditionnelle, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Dans un système radicalement libéral, la valeur n'est plus qualitative, elle est seulement quantitative, en fonction d'un prix fixé entre l'offre et la demande. Tout se vend sur un grand marché, le corps des adolescentes sur OnlyFans, ou même l'auto-humiliation sur la plateforme Kik. Mais alors, comment savoir si ces individus sont réellement libres dans un tel système? Alors, il y a au moins deux questions à se poser, à mon avis, face à un tel drame. La personne qui consent à subir une humiliation a-t-elle un vrai choix? A-t-elle des alternatives possibles pour subvenir à ses besoins? Mais même si j'avais une alternative, est-ce que j'ai le droit de porter atteinte à la dignité humaine? Ma vie m'appartient-elle entièrement? Mon corps et ma dignité sont-ils des objets marchands comme les autres? Est-ce que le droit peut sanctionner un comportement librement consenti par la victime et le tortionnaire? Alors ça doit être une sacrée question, j'imagine, pour les juristes? Oui, alors il y a eu de tels cas de figure dans l'histoire, notamment la célèbre affaire du cannibale de Rothenbourg, qui avait réussi à trouver une victime consentante, prête à se laisser dévorer. Il avait été condamné malgré le consentement de sa victime. Et il y a eu une autre affaire très connue aussi, qui avait été celle du lancer de nains, une pratique qui avait été interdite par le tribunal, malgré le consentement des protagonistes, qui en avaient fait leur fonds de commerce. Alors, un philosophe libertarien comme Robert Nozick répondrait que la morale n'a pas sa place dans le domaine du droit, et que la seule règle doit être celle du consentement, entre adultes consentants, comme le dit la formule consacrée. Mais une société peut-elle réellement se construire sur ce seul principe ? N'y a-t-il pas des valeurs fondamentales qui dépassent la liberté de chaque individu?
Le philosophe Emmanuel Kant répondrait au contraire que la liberté humaine réside non pas dans la possibilité de disposer de son corps à sa guise, mais au contraire, nous ne sommes libres que lorsque celui-ci n'est pas instrumentalisé. La liberté pour l'être humain, c'est de pouvoir être considéré comme une fin en soi et non comme un simple moyen au service d'un système marchand. Voilà, si on veut tirer complètement les leçons de ce drame, eh ben, on ne peut pas faire l'économie, je pense, de cette réflexion philosophique sur la notion de liberté, de consentement et de dignité humaine. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux rajouter après une telle chronique? Merci beaucoup, Lève, d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Serial Thinker. On vous retrouvera bien évidemment sur notre plateau à l'avenir, mais vous restez avec nous pour l'instant, puisqu'on lance déjà ensemble la seconde partie du talk, toujours avec mon invité Oriane Ledroit, déléguée d'EdTech France. Oriane, je souhaitais revenir sur un sujet d'importance, l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, c'est une des actualités du secteur EdTech ces derniers temps. Est-ce que cela reste l'une des grandes tendances toujours pour la rentrée 2025 ou bien voyez-vous émerger d'autres grandes priorités pour les EdTech comme l'inclusion, par exemple, l'environnement ou encore peut-être même la formation des enseignants? Alors, c'est la grande tendance technologique. Il n'y a pas une EdTech qui aujourd'hui se passe d'une réflexion sur comment elle peut utiliser l'IA, que ce soit dans son travail en interne, mais aussi dans le produit, le logiciel qu'elle souhaite mettre en place et les services qu'elle apporte. Ensuite, évidemment, il y a des sujets de considération qui vont être plutôt des thématiques sur lesquelles les EdTech vont travailler. Donc, ça va être les thématiques sur lesquelles elles veulent apporter des réponses. Donc, aujourd'hui, en matière scolaire, on a beaucoup de EdTech qui se préoccupent de la question des pratiques pédagogiques du geste enseignant, ce qu'on appelle le geste enseignant, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques des enseignants. Par exemple, comment on peut les aider à faire en sorte que la correction de leurs copies soit plus efficace et plus utile pour la progression de leurs élèves. Ça va être aussi comment on crée des cours qui vont être plus interactifs et qui vont permettre de plus capter l'attention des élèves, parce qu'on sait que l'attention, c'est un des processus centraux dans l'apprentissage. Donc voilà, ils vont vraiment se préoccuper de la question du geste enseignant et des pratiques pédagogiques. Puis ensuite, on a toujours des entreprises qui ont plutôt sur le volet de la formation des étudiants ou des adultes qui vont travailler à perfectionner la personnalisation de leur plateforme de formation en ligne, qui vont travailler à mettre en œuvre vraiment des formats pédagogiques qui soient les plus adaptés, les plus conformes aux réalités des entreprises dans lesquelles elles interviennent, aux connaissances que ces entreprises elles ont déjà en interne et qu'elles veulent transmettre, qu'elles souhaitent transmettre dans ces processus de formation-là à leurs salariés. Alors, avec le fait que tout le monde se mette à faire de l'IA, est-ce que finalement, il n'y a pas un danger d'uniformisation des solutions EdTech au détriment d'autres approches technologiques ? Je crois pas. Les EdTech sont des éditeurs, hein, donc ils ont leur parti pris, ils ont leur expertise, ils portent un certain regard sur l'éducation, sur la formation. Donc je crois pas qu'il y ait un risque d'uniformisation. Je pense que au contraire, c'est intéressant de voir que plusieurs entreprises se saisissent d'un thème assez proche, et le travail, c'est aussi je pense une condition pour que les solutions qui sont proposées, notamment aux enseignants, correspondent le mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Les pratiques pédagogiques des enseignants sont des pratiques qui sont très personnalisées, très individualisées. Donc le fait qu'on ait peut-être plusieurs outils, plusieurs dispositifs qui peuvent répondre à leurs besoins, c'est aussi la condition pour qu'ils choisissent l'outil qui convienne le mieux. Donc je crois que c'est plutôt une richesse.
En début d'émission, en première partie d'émission, on abordait un autre sujet qui me semblait essentiel de développer avec vous tout de même. C'est le fait qu'aujourd'hui, la EdTech française, même si elle est prégnante en Europe, à l'international, on sait que les solutions françaises ne sont pas toujours exportées. Est-ce que face à la concurrence chinoise et celle des États-Unis, la France arrive quand même à se démarquer? Est-ce qu'en 2025, on commence justement à avoir une vraie place? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que les EdTech, elles peuvent s'appuyer sur la francophonie. Et ça, c'est important. C'est un vaste territoire, un ensemble de pays sur lesquels les technologies françaises se déploient et sont des marchés qui sont finalement un peu plus facilement accessibles pour les EdTech. Et donc, nombre d'entre elles vont sur ces territoires ont déjà des solutions qui sont implantées et travaillent évidemment à faire en sorte que les produits ou les logiciels qu'elles ont imaginés pour des situations françaises soient les plus adaptés aux situations francophones, mais dans d'autres pays. Ensuite, on a toujours des EdTech qui vont chercher les marchés, notamment les marchés américains, nord-américains, les marchés de l'Afrique anglophone. On va encore peu en Asie parce qu'on connaît pas très bien, on n'est pas forcément les mieux placés. Et puis on a aussi toute l'Europe, hein, même si ça implique des modifications de langue, etc. On a quand même un marché européen où on essaye d'avancer. Donc voilà, on a des entreprises, sur la dernière étude qu'on avait faite sur la filière, on a 50% des entreprises qui nous disaient soit être déjà à l'international, soit vouloir s'implanter. Et nous, on soutient dans un travail de collaboration avec les autorités françaises en charge de l'export des entreprises françaises. On soutient toutes les initiatives qui vont aider les entreprises à faire connaître leurs solutions, que ce soit en termes de salons, de rencontres avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger, avec des entreprises étrangères, etc. Donc on essaye de les aider à faire ça et on sait que de toute façon le marché français n'est pas suffisant pour une EdTech. Bon, en tout cas, ce sont plein de belles perspectives qui attendent le secteur EdTech pour cette année et pour les suivantes. Merci beaucoup, Oriane Ledroit. Je le rappelle, vous êtes déléguée générale d'EdTech France. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci également à Lev Frankel, je rappelle, plus connu sous le nom de Serial Thinker, pour ses chroniques toujours aussi passionnantes. On a hâte de vous retrouver sur ce plateau. Merci également aux équipes en régie et à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve dès demain, comme toujours, sur School TV, dès 12h30. D'ici là, portez-vous bien.